טוב, בוקר טוב, בשם Hashem נעשה ונצליח שנזכה באמת להגדיל תורה לאדירה. Un grand mazel tov pour les 2 ans à Tetvav de Oel Moshe. שנזכה Bezrat Hashem de fêter tous les ans la grandeur de la Torah. On est aujourd'hui le 25 du mois de novembre et le Zayin du mois de Kislev. Yom Rishon, on est dimanche. Je remercierai de par cette occasion, je ne sais pas si tu es au courant mais j'ai commencé, ceux qui nous soutiennent, Pierre Place Your Guest, que Dieu le bénisse, Yohan Lalou Ayakar, Daniel Bilar, Aki Bezrat Hashem, on souhaite tous les bonheurs du monde. Et comme il demande ici, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde la sagesse, la connaissance, Mirtze Hashem, et de sentir Gadol Bagalut Azot. Bientôt nous rejoignent ici en Eretz Israël. Mike Sultan, Hashem Shvurah Hayou Rahim Tovim, Shalom Hu, Bishtou Bechol Asherlo, Devorah Nakash. Qu'Hashem Bezrat Hashem, Yevarech Ota Bakom Mikol Kol, Jérémie Zribi. Le Kol Am Israël. Alors ce matin, le shiur sera dédié pour Mike Sultan, lui et toute sa famille dans une grande réussite pour tout ce qu'ils entreprennent. Aussi les Inou Nishmat de tous les Bnei Israël ou Bichlalam, Mazal Bat Simcha, l'Elef Alfei Avdalim Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Morat Imia Gdoshat, Alia Sarah Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam, Valérie Bat Rivka Kwika, toute la liste qu'on avait, Bezrat Hashem, qu'on n'entend que de très très bonnes nouvelles. Nous allons parler ce matin du livre Baal Pele Yoetz, bien entendu Rabbi Eliezer Papo, un peu de Moussar comme on a l'habitude de le faire tous les débuts de semaine, les 2 premiers jours. On se lance sur le Moussar pour être fort toute la semaine parce que notre Torah n'aurait aucune signification si on n'avait pas le Derech Eretz, le savoir-vivre, pour la faire vivre cette Torah-là. La Torah est appelée Samahaim et Samamavet. Au nom de la Torah, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Et au nom de la Torah, Haref Lefiot Beyadam, on peut faire beaucoup de dégâts, malheureusement. La Torah, si elle est mal enseignée, elle peut éloigner des gens, vraiment fortement. Et la Torah, quand elle est bien enseignée, elle peut rapprocher même les goïms à comprendre la Torah, à s'adapter à elle, à respecter le peuple d'Israël, et surtout, notre Créateur qui se dévoile par rapport à nous. Alors, justement, il y aurait eu quelques petits bruits en ce qui me concerne. Ouais, oui, il y a toujours des petits bruits en ce qui me concerne. C'est bien, ça prouve que je suis vivant. Comme quoi que je n'aurais pas éventuellement respecté les Chachamim de France, comme ça il y en a qui ont dit récemment. Mais c'est une personne, hein, c'est pas quand on dit il y a, c'est un. Chose qui est absolument fausse et archi-fausse. Khalila vechas. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les Talmidei Chachamim. J'ai toujours eu de respect pour les Rabbanim en France et je suis moi-même très ami avec eux. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés sont des gens avec qui je n'ai aucun problème. Par contre, d'avoir des chilukei deot, de ne pas être d'accord avec eux, Zeh Asrut Sheli, c'est mon droit. Et c'est ce qui a d'ailleurs formé la Torah orale. Les meilleurs amis dans le Talmud ont été des gens qui n'ont pas été d'accord les uns avec les autres. Et comme l'ont dit des rabbanim en France, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent plus de dégâts chez les élèves que chez les rabbanim eux-mêmes. Parce que moi, quand je m'entretiens avec eux au téléphone, ça se passe super bien, au contraire. Ouais, tu as raison, c'est comme ça, mais il y a marqué aussi comme ça. Alors j'ai eu Nachom, il y a aussi marqué comme ça. On a des références à ce que l'on dit. La reine, on a le droit de ne pas être d'accord sur certains sujets. Veza asrut shelo, veza asrut sheli. Si lui il pense différemment de moi, c'est son droit. Et moi, si je pense différemment de lui, c'est mon droit. Tant que nous avons 2 jokers avec nous, tant que nous nous battons pour le meilleur du peuple d'Israël, petit 1, et tant que nous nous battons avec des références, c'est le petit 2, sroutez-nous, l'oliot d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord.
je suis en droit de dire je suis cholek sur tel Rav. Il est Rav, je suis Rav. Un Rav, il peut l'achlok al Rav. C'est asrout shelanu. Il va me dire qu'il a son Rav qui est d'accord avec lui, alors je me permets de lui dire en face que le mien est d'accord avec moi. Et s'il me dit que son Rav il est plus grand que le mien, il faudra qu'il fasse ses preuves. Non, c'est Beroucha d'abord. Avalma Sheken, dans ce cas-là, pourquoi en parler? Surtout devant une caméra qui est vue par des milliers de personnes. Quel est le but de cela? La raison est qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Ça veut dire que je vais m'expliquer clairement. Quand tu viens et que tu es cholek sur un autre rav ou sur d'autres rabbanim, tu es cholek. Za'asrut shelcha. Aval, ce qu'il faut faire attention, ce que je dis va dans les deux sens. Ça veut dire en ce qui me concerne et en ce qui les concerne. C'est qu'il est hors de question que les élèves soient mezalzelim barav hasheni. Et ça, c'est arrivé tout au long de notre histoire. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas laisser faire. Je m'explique clairement. Des fois, il peut arriver, et on l'entend malheureusement, qu'un rave, il est mezalzel sur un autre rave. Ça veut dire, celui-là, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et en général, ce qu'ils aiment bien dans le monde de la Torah, de la dit importante rabbanout, ce que l'on cherche des fois pour dénigrer l'autre, c'est d'en faire un petit. Ça veut dire, de toute façon, qui c'est celui-là? Est-ce qu'il a cette ouda de rave? Est-ce qu'il a ceci? On va le détruire, on va essayer de trouver quel élément je pourrais. Est-ce qu'il n'a même pas fini le chasse? Il n'a pas fini le tour Shulchan Aruch? Il n'a pas étudié Yamshel Shlomo? Ou il n'a pas étudié le Marsha dans la Gemara? Ou il n'a pas étudié les Rishonim Acharonim? On va toujours chercher quelque chose à dénigrer chez nous. Bon, c'est un combat, moi, qui ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas qui est le Rav qui a cette ouda en face. Je ne sais pas s'ils savent ce que j'ai étudié ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Hémet. Aval, ce qui est encore plus intéressant, c'est de faire très très attention, comme par exemple les Tsarenu arabes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une très grande guerre entre le Rabbi de Lubavitch et le Rav Shach à l'époque. Aleim Shalom, ces deux grands, très très grands géants de la Torah, ces immenses aigles de la Torah. Qui est le plus grand? Ça, c'est Dieu qui le sait. Nous, on n'est pas là pour dire qui est plus grand que qui. Il y a le Rav des Lituaniens, c'est le Rav Shach. Le Rav des Hasidim, Lubavitch, c'est le Rabbi Lubavitch. C'est là. Qui a fait faire plus Teshuvah au niveau des chiffres? Avec ce que nous, on a vu en tant que Français, on peut dire que le Rabbi a fait un travail phénoménal. Vous ne savez pas que toutes les écoles ashkénazes dans le monde étaient tenues par le Rav Shach depuis des décennies. Donc, qui est plus grand que qui, ça ne nous regarde pas. Mais malheureusement, même si entre eux, il y a eu des déboires, quand les aigles se battent, les mouches se taisent. Et malheureusement, les mouches ne se sont pas tues. Il y a eu, et c'est encore malheureusement jusqu'à aujourd'hui, des élèves des uns et des autres qui se sont permis de se prendre pour les maîtres. Et la pire des choses qui puisse arriver dans notre judaïsme, c'est quand les millimètres et les centimètres se prennent pour des maîtres. Ça, c'est la pire des choses. Ça veut dire que quand les Chachamim ils se disputent, quand les grands Torah ils se disputent, eux, ils savent s'arrêter là où il faut, ils se battent vraiment les Shem Shamaim. Et leur dispute à eux, pourquoi elle a lieu? Pour que les élèves ne se disputent pas. Donc les grands, quand ils se disputent, quand tu vois un Rav se disputer avec un autre Rav, comme ça s'est passé une fois à Kippour, il y avait, dans une bête Knesset à Paris, 2 Talmidei Chachamim qui étaient Chazanim. Et à Kippour, en pleine prière, les 2 rabbanim se prennent la tête par rapport à un minag. Et d'un coup, on voit que ça chauffe, c'est Kippour, ils sont les 2 chazan, et devant la teva, ils se prennent la tête. Et d'un coup, mais c'est incroyable, on avait loué à l'époque la salle EDF, parce qu'on était très nombreux. On était au courant. Et les 2 rabbanim se tournent vers nous et nous disent: ne vous inquiétez pas, si nous on se dispute, c'est pour que vous disputez pas, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Et on a tous rigolé. Pourquoi? Parce que il est courant que les grands Torah se prennent la tête. Mais ce qui est très maladroit, c'est quand les élèves, eux, ils se prennent pour les grands et ils se prennent la tête. Parce que là, ils vont plus battre les Shem Shamaïm. Nous avons plusieurs exemples dans le Talmud où ça s'est passé. Les élèves de Shmaya Aftalion, par exemple.
nous avons d'autres éléments dans Maseret Shabbat Yudzaïn Amoud Aleph, où les élèves de Hillel et de Shammai se sont pris la tête, les élèves. Et là, ça n'a pas tardé. Les élèves de Shammai ont sorti les épées des fourreaux, même si on ne parle pas réellement d'épées. Au niveau du Pshat, c'est des épées. Et les ont mis sous les gorges des élèves d'Hillel. Hashem Shmor V'Rachem. La Gemara nous dit Aya yom kaché le Hillel, ki yom shinesabo het haegel. A été un jour pour Hillel Azaken, un jour aussi dur que la faute du veau d'or. Tellement c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les élèves, n'étant pas des maîtres, n'ont pas la sagesse, la chokhma, de rester au niveau du kavod. De la reine, le Talmud a fait attention à cela. Il dit qu'en général, regarde la différence, dit le Talmud. Les Chachamim d'Eretz Israël, ils avaient beaucoup de kavod les uns pour les autres. En Chutz Laret, ils n'hésitaient pas à se rentrer les uns dans les autres. C'est là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à travers toutes ces phrases depuis tout à l'heure? Je veux dire par là que si, des fois, vous m'entendez des fois parler de façon virulente sur certaines situations où moi je prône pour la Aliyah, j'estime que nos rabbanim en France se doivent d'orienter le peuple d'Israël de façon ordonnée, comme l'avait préparé le grand rabbin de France, le Rav Yosef Sitruk Alav Shalom, de façon ordonnée. Je suis pour la Aliyah en France. Si les Juifs m'avaient écouté à une époque, les appartements étaient encore abordables. Aujourd'hui, que tout le monde commence un petit peu à avoir peur en France ou ailleurs, les appartements sont presque pas vendables en France et ils sont inabordables en Israël. Ça veut dire que la situation est compliquée. Aval, de l'autre côté, c'est mon opinion. Ce n'est pas que mon opinion, c'est l'opinion de beaucoup de rabbanim avec qui je m'entretiens, et c'est l'opinion aussi de pratiquement tous les poskim à Shulchan Aruch, pratiquement tous. Ça veut dire que j'ai le droit de ne pas être d'accord pour laisser les Juifs en galoute. J'étais chez le Rav David Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, qui lui dit, Nachon, mais il faut encore préparer le terrain ici pour que les gens qui ont une éducation religieuse puissent venir. C'est son opinion. Non. Le Baal à la Chabrora. Il y a des rabbanim qui disent ceci, il y a des rabbanim qui disent cela. Il y a plusieurs déotes. La reine, que je ne sois pas d'accord avec certaines politiques ou certaines factions des rabbanim en France, il n'empêche qu'on se doit de les respecter. Et c'est pour ça que j'ai expliqué tout ça. Il y a des gens qui se sont permis de comprendre à leur façon ce que moi j'aurais voulu dire, et qui, chas v'shalom, c'est ce qu'on m'a fait parvenir. Une personne sur la France. Hein. Ouais, mais ça a peut-être provoqué que certaines personnes, c'est même pas sûr ce que je dis, aval, que certaines personnes n'auraient pas respecté maintenant leur rabbanim en France, disant ouais, mais vous voulez nous endormir ou je sais pas qui pas quoi. Khalila vechas. Il est hors de question, et moi-même, j'envoie avec les courriers que je reçois de France les correspondances chez les rabbanim avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Un rave reste un rave. Il a son opinion. Et je l'ai dit moi-même à maintes et maintes reprises dans mes courriers. Si vous avez un rave en France qui vous suit, qui vous connaît mieux que ce que moi je vous connais, assez les harav et tistalek minasafek. Si ton rave il te dit fais ceci, fais ceci. S'il te dit fais cela, fais cela. Ne confondez pas ne pas être d'accord avec un autre avec le fait de respecter les rabbanim. Chacun de nous avons l'obligation de les chabed kol rav ba'asher usham. Si Akadosh Baruch Hu, il a mis à sa place, il a mis à sa place. Ve'en lanu reshut, surtout quand on est un ma'aretz, on n'a pas le droit, chas v'shalom, de dire à un rav, de toute façon, toi, le ramatel, il a dit de toi ou il a dit de toi. C'est du moti shemra, c'est assour, et ça devient une politique anti-Torah. Donc faites très attention à cela, parce que j'ai toujours extrêmement peur. Comme je l'ai dit dans plusieurs shiurim, il y a déjà plus de 5-6 ans, avant d'avoir sorti ma vidéo sur les secrets de la France cachée, où j'avais expliqué à cette époque-là qu'il serait bon de se préparer à la Aliyah. Et nous, les Juifs, on attend toujours le dernier coup de sonnette. Il faut qu'on arrive au 49e degré d'impossibilité pour sortir. C'est une nature. De l'autre côté, faire sa Aliyah, ce n'est pas simple. Ça demande une organisation. Ça demande, mamage, de savoir où est-ce qu'on va déposer nos valises, qu'est-ce qui va se passer. C'est pour cela qu'il faut beaucoup d'émouna et beaucoup d'Hatzlacha. C'est ça. Okay. C'est une question de Jacques qui nous dit les parents ne doivent pas se disputer devant les enfants. Il semble que les raves aussi doivent se disputer entre eux et pas par caméra interposée. Jacques il dit, je ne sais pas qui est Jacques il dit, mais Jacques a dit. En vain. Jacques il dit, Ayakar Bokertov, tout comme il est de coutume que les parents, et c'est vrai, ne doivent pas se disputer devant les enfants,
les rabbanim ne doivent pas éventuellement se disputer devant les élèves. C'est vrai, mais ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Si la mahloket, elle est les Shem Shamaim, il faut bien qu'on ait un exemple de comment se disputer en tant qu'élève, les Shem Shamaim. Donc, si les disputes de nos rabbanim sont faits vraiment les Shem Hashem, comme il est les Shamaï, comme Shmaya Avtalion, comme Rav Shmuel, Bechoulé, alors il faut bien qu'on ait un exemple, nous aussi, comment se disputer les Shem Shamaim. C'est vrai, Mais la reine, moi qui ai étudié, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'étudier en Yeshiva, on voyait nos rabbanim quand ils se réunissaient ensemble, au début du Bet Midrash, il fallait voir comment ça hurlait les uns contre les autres et comment ils n'étaient pas d'accord. Mais Vadaï qu'il faut aussi l'exemple de savoir comment se disputer les Shem Shamaim. Avant toute dispute qui n'est pas les Shem Shamaim, toute dispute qui est faite au nom de sa parnassa personnelle, son rang personnel, son kavod personnel. Alors il est évident que ces disputes-là, mais il vaut qu'elles n'aient pas lieu en public. C'est sûr. De l'autre côté, il faut aussi réveiller les choses. La Torah, pas Minastam, elle nous a parlé des Meraglim, pas Minastam, elle nous a parlé de Korach Vechol Adato. Ne l'oubliez pas. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah vient nous montrer aussi du doigt certaines situations. Mais comme malheureusement, nous sommes dans une génération où, à l'époque, quand tu voyais des rabbanim qui se disputaient les uns avec les autres, tu dis « Oh là là, je ne veux pas entendre ». Les gens, j'avais peur. Aujourd'hui, on est dans une génération où « Ah, tu vois, hein, celui-là ». On cherche à montrer du doigt. Ce qui fait que aujourd'hui, avant même de parler de choses qui sont des Shem Shamaim, il faut faire preuve d'une très très grande sagesse. Et des fois, dans les shiurim, comme on parle avec le cœur et avec la tête, bien entendu, alors on peut se lâcher sur certaines choses. Et c'est pour cela que, comme à l'époque, j'avais entendu que 2 personnes, Bessarakol, sur les vidéos que j'avais fait, avaient envoyé leur rabbanim de communauté baladée, j'ai retiré mes vidéos. Le but de toutes mes réflexions, dans lequel je n'ai aucun intérêt, absolument aucun intérêt, et de construire, pas de détruire. C'est de construire et pas détruire, et je l'avais dit ouvertement, d'abord et avant tout, bravo à nos rabbanim de Galout. J'étais à Canada avec le Rav Haïm, Nataf Shemush Hayou, quel travail extraordinaire il fait. C'est pas moi qui vais lui cracher dessus. Chaz Veshalom. Il a fait un super kollel. Les juifs qui sont là-bas ne comptent pas monter, ils ont de la Torah le matin et le soir. Chaz Veshalom qu'on vienne défaire leur travail. Bien au contraire, c'est pas à ça que je m'intéresse. Aval de l'autre côté, on est dans une génération où c'est vrai qu'il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de construire, il y a des juifs qui vont trouver le moyen de critiquer encore plus les rabbanim qui font un très bon travail, qui ont un tafkid à la rabbanout, qui ont un travail extraordinaire. J'étais chez le Rav Teboul quand j'étais à Lyon. Et Baruch Hashem, tu vois son bête midrash, comment il est plein, comment ça respire la Torah. Badak chez Zetov. Chez Bezrat Hashem, nous, et je pense que le Rav Teboul lui-même me dirait Amen. On soit tous, bientôt tous, mamash, en Eretz Israël. Betnaim Tovim. Zekol Asiba. Zekol Asipo. C'est pour ça que si vous regardez mes vidéos qui sont antidatées au cours que j'avais fait, combien je vous ai mis en garde de faire attention au kavod des Talmidei Chachamim. Je ne sais pas où est-ce que j'étais encore. J'étais dans une bête à Knesset, le Rav de la synagogue, j'étais en train de faire mon chiour. C'était en France. Et le Rav de la bête à Knesset, je crois que c'était à Lyon, là où tu habitais avant, c'est comment ? À Malherbe. Ouais. Le Rav est rentré. Je ravotaille, quand le Rav d'une bête à Knesset il rentre, vous devez vous lever. Le kavod de la Torah, c'est le kavod de la Torah. Ne confondez pas tout. La reine Sarni Meod, c'est Chaz Veshalom, j'ai vexé un Rav en France, je n'avais aucun intérêt dans ce but. Et au contraire, que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils font. Juste mon opinion est claire. Je pense que moi personnellement d'ici, nous devons faire un travail de shoot à foot, c'est-à-dire de correspondance pour orienter nos frères juifs, non pas vers le Canada, ni les États-Unis, mais vers Eretz Israël. Et cette opinion-là est partagée même par les plus grands d'Eretz Israël, y compris le Rav Kanievski. Et y compris le Rav Kanievski, je le dis à voix haute. Lui-même l'a dit et l'a redit et l'a re-redit. Non, c'est mon opinion. Au besoin, il mishtane. Aval de l'autre côté, il est strictement interdit, que tu sois en France, au Canada ou aux États-Unis, de venir critiquer les rabbanim. Si tu as un problème avec eux, change de synagogue. Aval ne t'octroie pas le droit de critiquer parce que tu n'as pas la Torah qui est en eux. Les sages nous ont déjà dit, il faut 40 ans pour descendre, pour comprendre la pensée d'un rave.
40 shana laredet sof da'ato shel tzadik. Il faudra 40 ans de réflexion pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Quand tu seras rave, quand tu auras étudié le Talmud, quand tu auras de la connaissance en Torah, tu seras reconnu en tant que tel, tu as une asmarta des grands qui t'ont donné l'autorisation de faire, alors tu le fais. Alors tu le fais. Baruch Hashem. J'étais la dernière fois en train de manger avec... manger, lui il n'a pas mangé, mais moi j'ai mangé avec mon ami Darmon. Et il s'est rendu compte qu'on n'a pas eu le temps de parler une seule seconde puisque le téléphone, il n'a pas arrêté. Et c'est des questions de Torah et d'Alacha. Les gens m'appellent Blissov quand je mange, quand je dors, quand je rôde, quand je vais à droite, quand je vais à gauche. Le Rav répond même quand il mange. Je réponds non-stop. Voilà, c'est pas Stam que je le dis puisque tu es là. Il s'est rendu compte, c'est du non-stop. Rav Tuitou, j'ai eu ça. Rav Tuitou, j'ai mélangé le lait et la viande. Qu'est-ce que je fais de la casserole? Qu'est-ce que je fais de ceci? Rav Tuitou, c'est du non-stop. Et quand j'ai fini avec le téléphone, c'est les mails. Du non-stop. On a 206 pays qui regardent les shiurim, juifs comme non-juifs, s'adressent à n'importe quelle heure à mon portable qui est investi de non-stop, WhatsApp, téléphone, SMS, non-stop. Et il a été étonné, pourquoi? Parce qu'il y a une question qui m'a été posée, et bien entendu, j'ai répondu à la question, mais je n'ai pas hésité, pour être certain de ne pas avoir fauté Béoraa, d'appeler un posek halakha devant lui. Et Laurent me regarde comme ça, il me dit, je suis épaté. Je lui ai dit, en admiration, excuse-moi. C'est le mot que j'ai employé. Oui, c'est le mot que tu as employé. Moi, je ne me rappelais pas. Bon, épaté, admiration, c'est un synonyme. Mais il m'a regardé comme ça, il m'a dit, je suis en admiration. Et je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et il me dit, eh bien, en général, eh bien, quand on est face à quelqu'un, à un élève, parce qu'il n'est pas qu'un ami, il est aussi un élève, eh bien, en général, on se la joue. Ça veut dire, je vous rappellerai plus tard. Moi, pas du tout. J'ai dit, attends, là, j'ai un doute. Il me semble que la halakha est comme ça et je ne m'étais pas trompé. Mais je n'ai pas eu de problème de prendre le téléphone devant lui, d'appeler un posek avec qui je travaille main dans la main, comme le Rav Haim Pirzon, qui est posek halakha à dire. Et donc, j'appelle, ou Rav Mashiach lui-même, j'appelle et je pose la question comme un élève, comme un petit enfant. Et je lui dis, Toda Rabba, Zema Sheyadati. Je rappelle la personne et je lui donne la halakha. Et lui, il me regarde comme ça en admiration. Il me dit, en général, personne n'ose faire ce genre de choses. Je lui dis, moi, je ne travaille pas pour toi et je ne travaille pas pour mon kavod. Quand j'ai des doutes, je sais aussi me comporter comme un élève et appeler pour voir si Béhémet, la Hora a été faite comme il le fallait. Et sache que ça, je le fais dès que j'ai un doute, à tout moment et à toute heure. Et Pérouche Adavar, et si je me permets de parler de cette parenthèse, c'est pour vous dire que je ne travaille pas pour moi, que je ne recherche pas les kavod, que je ne recherche pas les honneurs, que je ne recherche pas à avoir raison. Chaz v'shalom. Au contraire, à Tedvav hier, quand les jeunes étaient à la Beth Knesset en train de déblatérer des choses de jeunes, alors je me suis mis près d'eux et j'ai fait un jeu question pour un champion. Ouais, et je leur ai posé des questions. Et il y a beaucoup, sur 25 questions posées, il n'y a eu que 3 bonnes réponses. Ils étaient un petit peu déçus. Ils sont partis voir Rabbi Yehuda, mon fils, et ils lui ont dit wow, on a les boules, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien, alors qu'on pensait qu'on savait. Alors j'aurais dit à ces jeunes, vous vous trompez. Moi, si j'étais venu à jouer à ce jeu-là, de questions-réponses, j'aurais préféré ne pas connaître une seule réponse. Parce que les 3 réponses que vous aviez ne vous ont rien appris puisque vous les connaissiez. Mais si vous aviez eu un manque de connaissances, vous auriez eu 25 bonnes réponses qui étaient pour vous 25 Hidushim. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est pas de vouloir gagner. Le but, c'est d'apprendre. La date, l'ilmod. La date, la date. Savoir et comprendre et savoir et connaître Hachem. La reine, il est interdit de vivre si on n'a pas un rave. En tant que juif, celui qui n'a pas de rave, vous connaissez cette phrase tellement connue des Chachamim. Celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que le Satan, ce sera son rave. Et allez-nous le chabed talmidei Chachamim. C'est une misva de se lever devant la Torah vivante. C'est une misva de se lever, peu importe quel est son rôle, peu importe quel est son tafkid. Si Akadosh Baruch Hu il a mis à cette place de rave, yesh le chabedo, ve'en shum zchut lezalzel barabanim. Ni si tu es le président d'une communauté, ni si tu es le gabaï d'une communauté, à plus forte raison, un gabaï doit connaître sa place. C'est pas sa place d'être le rave et c'est pas lui de diriger une synagogue. Chacun son tafkid, chacun son poste, chacun Bezrat Hashem son rang, et Bezrat Hashem al yedekach niske le geoula shlema. Omer Baal Peloetz, Chachamim gadol kevodam. Le respect des grands en Torah des Chachamim, c'est d'avoir gadol meod, comme forage bachal bezoar kadosh vechol ki a. Et toutes ces choses-là, il dit ici,
toutes ces choses-là, où est-ce que j'en suis moi ici? Comme il explique, le Baal Pele Yoetz, chez Vodo Shel Chachamim, l'homme de la Torah, ceux qui étudient la Torah, on doit avoir la main longue, on doit les respecter pour qu'ils puissent agir en conséquence. Baruch Hu, Baruch Shemo. Talmidei Chachamim lo kol sheken. Il dit quelque chose de dur à dire, mais c'est comme ça. Zonot mefarkesot. Il dit regardez lo alenu velo alechem. Les prostituées, elles se parfument et elles se font belles. Elles se maquillent, elles se mettent des bijoux. Les zonotes, pour faire des avérotes. Les prostituées, elles se font belles pour plaire. Il dit lokal vachomer. Pas plus forte raison les talmidei chachamim. Combien on doit leur donner du parfum et de beaux bijoux. Ça s'appelle le respect qu'on doit à la Torah. À une époque, lo alenu velo alechem. À une époque, il y avait, on racontait les jeunes, les vieux qui étaient jeunes à l'époque en Algérie. Quand un dayan y rentrait ou le rab y rentrait dans le Beth Knesset, ils arrêtaient de jouer. Quand ils étaient enfants, ils me racontaient. Le rab y rentrait, c'était où? Attention. Ou quand on annonçait une Chanouka de Beit et que le rab y venait, ou qu'il y avait un événement que le rab y venait, tout le monde parlait avant qu'il vienne. Dès qu'il venait, c'était le silence total. Il y avait une crainte des Talmidei Chachamim. Mais la Gemara, dans Sota même tête à Moudbet, ou dans Sanhedrin, nous dit à la fin, Yerehet imaasu. La dernière génération, le respect des sages en Torah, il sera par terre. Imaasu. On en aura marre de ceux qui sont dans la Torah. Comme ça dit la Gemara. Ça, c'est la dernière génération du Melech HaMashiach. Imaasu, nimas lanu. Imaasu. On en a marre d'eux. Klakt. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'avant, ils avaient plus de Yirat Shamaim. C'est pas à toi de juger. C'est à Hachem de juger. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Vous avez 2 minutes, je vous raconte une histoire. Non, mais ça, c'est ma blague de tous les cours. Vous avez 2 minutes. Alors, la référence de ce que je vous racontais, c'est dans le Sefer Ahavat Haim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les livres d'histoire, quand on recherche un petit peu, ça ne se passe pas en Angleterre, ça se passe en Allemagne. Mais dans le livre là-bas, ça se passe en Angleterre. Donc ça change de territoire. C'est pas tellement loin l'un de l'autre, mais ça change de territoire. Vivait, il y a à peu près 3 siècles et demi de cela, dans une ville ou un village, Baruch Hashem, en Angleterre, un tzaddik nistar. Vous savez que le monde, il tient sur 36 tzaddikim. Il y a 36 tzaddikim dévoilés, et il y a 36 tzaddikim cachés. Lui, ce tzaddik-là, dont le nom m'échappe, parce que c'est une histoire que j'ai étudiée il y a très longtemps, il était tzaddik nistar. Il n'avait jamais touché un poil de sa barbe. Il étudiait le Zohar toutes les nuits. Il faisait le mikvé tous les jours. Un homme extrêmement yiré Hashem. Il pleurait sur Khurban Bet Hamikdash. Il avait l'habitude de toujours être clément, d'être chamoud, d'être nechmad. Il avait un bedo, un shamash, qui s'appelait Hirsch. C'était son nom. Yotai Rabotai, après quelques bonnes années de shirout chez lui, entre 36 ans, 37 ans, voire 40 ans, cet homme-là, le bedo, a demandé la permission à son rave de vouloir se retirer parce qu'il voulait ouvrir une poissonnerie. Quitter le village juif, aller dans la grande ville pour ouvrir une poissonnerie. Et son rave lui a dit, voici à peu près 38 ans que tu me sers, que Dieu te bénisse, Bezrat Hashem, que tu réussisses sur ton chemin, et tu, Bezrat Hashem, partiras fin de semaine, le temps d'avoir un autre. Le Rav était extrêmement âgé et il avait encore une fille qui n'était pas mariée, chose rare à cette époque. Et il avait l'habitude de mettre de l'argent de côté pour la dot de sa fille pour qu'elle se marie avec un grand en Torah. Et il avait l'habitude de compter cet argent pour savoir combien il avait pour proposer à une yeshiva d'épouser sa fille. À peu près une centaine de pièces de sachakol d'argent. Et pour être certain que ce soit ces pièces, il avait l'habitude de les marquer avec une petite entaille dans le fer qu'il avait mis de côté. Voici qu'un jour, alors que son bedo avait déjà quitté la yeshiva, le Rav rentre dans son bureau et il cherche comme ça son argent et il voit qu'il a été volé. Alors il est désemparé parce que cet argent représentait tout ce qu'il a mis de côté toute sa vie durant,
toute sa vie durant. Il a mis de côté cet argent. C'est 100 pièces pour marier enfin sa fille, qui avait d'Afka un prétendant. Et voilà que là, il ne sait plus quoi faire. Il est très, très, très embêté. Et sa femme, la femme du Rav, elle-même aussi un peu âgée, lui dit, c'est quand même curieux que Kaout Rabbi, bon, ils sont en Angleterre, mais elle lui a dit Kaout Rabbi, c'est incroyable. Il y a peut-être un rapport entre le départ de ton serviteur et l'argent qui disparaît. D'où est-ce qu'il aurait eu de l'argent pour ouvrir une poissonnerie en pleine ville, la grande ville là-bas? C'est quand même curieux, parce que c'est le seul qui connaissait la clé du coffre-fort, où est-ce qu'elle était. Et le Rav lui a dit, Chazve Shalom, d'accuser un homme aussi fidèle que mon élève, que mon serviteur, Chazve Shalom. Ainsi, il lui a dit, c'est pas possible. Il lui a dit, sa femme, en attendant, dans 2 semaines, tu dois remettre la dot aux parents du Khatan qui va épouser enfin notre fille. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'aller voir. Si tu vois une belle poissonnerie comme ça, si tu vois que le mec, il a réussi, pose-lui la question, comment il a eu tellement d'argent? Pour le peu d'argent qu'on lui payait tous les mois, comment il aurait pu ouvrir une telle chose? Alors, le Rav, il a dit, Khalil Avechas, seulement à quelques jours du mariage, où il devait apporter l'argent, sa femme, toutes les nuits, et on sait qu'une femme, quand elle veut prendre la tête, comme je vous l'ai toujours dit, il y a 2 choses qui saoulent un homme sur terre, l'alcool et sa femme. La reine, une blague, l'alcool et sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa charrette et il commence à aller vers la grande ville. Et là-bas, il demande, est-ce que vous connaissez la poissonnerie de Hirsch? Alors, bien sûr, elle vient d'ouvrir il n'y a pas tellement longtemps, et puis il voit une magnifique poissonnerie avec un beau... À l'époque, c'était le moderne. Une belle pancarte comme ça. Il voit 2 ouvriers derrière, le monde qui est en train d'acheter, et il cherche son élève. Et il ne le trouve pas. Alors il demande, c'était un vendredi matin, il demande où est-ce qu'il est. Il dit, lui, il doit être au fleuve ou au lac, en train de pêcher, ou à l'océan. Il dit, où est-ce qu'il a l'habitude d'aller? Il dit, en général, le vendredi, il va pêcher le poisson à tel endroit. Et voilà que le Rav, il arrive là-bas, il le trouve, avec une canne à pêche, en train de pêcher, avec un grand sourire. Et il lui dit, comment vas-tu? Oh, Kvod Arav, comment ça va? Choqué de le voir venir jusqu'à lui, un tel Rav, choqué. Machin Kvod Arav, il lui embrasse les mains, qu'est-ce que vous faites là? Quelle sroute j'ai eu de vous voir, Makara? Il lui dit, non, Stam, tu me manquais, j'avais envie de te voir, et puis voilà qu'avant de partir, il dit, non, il faut que je retourne vite avant l'entrée de Shabbat, mais tu ne saurais pas par hasard où j'aurais mis mon argent, parce que je dois marier ma fille dans quelques jours, et l'argent, la dot que j'ai mis de côté, je ne la retrouve plus. Et à ce moment-là, Hirsch, il prend les mains de son Rav, il se met la tête en bas très déçu, il lui dit, Kvod Arav, je vais vous dire la vérité, c'est moi qui l'ai pris cet argent. Quand le Rav, il entend ça, il est assez choqué. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, écoutez, ça fait 38 ans que je vous sers. La vérité, je voulais créer ma poissonnerie, je voulais de l'argent. Et donc, voilà quoi, j'avais besoin de cet argent. Rappelez-moi juste combien il y avait, parce que comme j'ai payé tout cash, il lui a dit il y avait 100 pièces d'argent. Il lui dit, ah très bien, écoutez, retournez en paix chez vous. Quand est-ce qu'a lieu, si Dieu veut, le rendez-vous pour le Vort? Il lui a dit mardi. Il lui a dit lundi matin sans faute, je viendrai chez vous avec l'argent. Et ainsi, le Rav il est retourné chez lui, la tête en bas, sa femme lui dit, alors? Ah, tu vois, hein? Psst. Tu vois, je t'avais dit. La femme, elle a un 6e sens. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Et voilà que le dimanche arrive, dimanche soir, et dans un des bistrots de là-bas, là où il habite le Rav, il y a 2 gendarmes qui sont comme ça en train d'écouter une discussion, et ils voient une personne suspecte qui sort 2 pièces d'argent et qui boit. Et il boit. Et il y en a un qui vient le voir et dit, ben dis donc, tu te permets de boire beaucoup. Il dit, tu sais quoi, à ma tournée générale, buvez tous. Et là, il sort une bonne poignée de pièces d'argent et il les jette sur le comptoir. Les 2 gendarmes, quand ils voient ça, ils l'arrêtent tout de suite, ils l'emmènent au poste, et commencent à lui poser des questions, et commencent à le battre. Et à le battre, jusqu'au moment où il avoue tout. Il dit, voilà, j'étais passé il y a quelques jours
près de la yeshiva du Rav. Baruch Hashem, j'ai vu, il dit, des pièces qui étaient empilées sur la table. Quand le Rav, il est parti parce qu'il a été appelé en urgence, comme il est âgé apparemment, il croyait qu'il avait mis son argent dans le coffre. Il l'avait mis dans le coffre, mais il n'avait pas fermé le coffre. Je suis rentré, je lui ai pris toutes ces pièces. Il dit combien il y avait de pièces? Il dit il y avait 100 pièces. Qu'est-ce que font les gendarmes? Ils ramènent cet argent-là chez le Rav, et le Rav, dimanche soir, il est désemparé. Il reconnaît les pièces qu'il avait marquées d'un coup d'une entaille. Il compte, il y a 92 pièces. Il a eu le temps de dépenser 8 pièces. Et là, la femme, elle est très, très, très gênée. Et lui, il pleure sur son siège. Il dit Maïe Itanu, Maïe Itanu. Tu te rends compte ce qui s'est passé? Voilà que lundi matin, à 10h à peu près, arrive Hirsch avec sa carriole. Il vient voir son Rav. Il amène une caisse fermée comme ça et il lui met sur la table. Il dit voilà, les 100 pièces d'argent, elles sont là, vous pourrez marier votre fille avec l'aide d'Hachem. Il lui a dit c'est quoi ces 100 pièces d'argent? Il lui a dit c'est l'argent que moi, je vous ai volé. Il lui a dit tu m'as volé cet argent. Il dit viens avec moi de l'autre côté de la pièce. Il arrive de l'autre côté de la pièce, il voit sur la table du Rav toutes les pièces empilées. Il lui dit l'argent qui m'a été volé, il est sur ma table. Alors le tien, d'où il vient? Il lui dit écoutez, Kvod Rav, je suis en train de pêcher vendredi matin. Vous parcourez je ne sais pas combien de kilomètres sur une charrette fatiguée comme vous êtes à laisser tomber l'étude de la Torah pour venir me rencontrer. Vous venez me voir pensant que je vous ai volé cet argent. Est-ce que j'ai le droit de vous décevoir, moi? Il lui a dit. Si on vous a volé cet argent et vous avez le mariage de votre fille, est-ce que j'ai le droit de vous dire non, c'est pas moi, pour vous gêner et repartir bredouille? Alors j'ai dû vendre ma poissonnerie. J'ai vendu tout ce que j'avais, tout ce que j'ai mis de côté pour avoir ces 100 pièces. Pour ne pas vous gêner et vous donner cet argent. Au moins, vous auriez trouvé qui est le voleur, vous auriez pu marier votre fille, et le seul qui aurait subi ça, c'est moi, mais pas mon Rav. Le Rav, quand il a entendu ça, la femme, elle a eu tellement honte, elle est rentrée dans la cuisine. Et le Rav, lui, quand il a entendu ça, il lui a pris ses deux mains, il lui a dit comme ça, c'est marqué dans le livre Avatraïm. Alors, qu'est-ce que ces noms-là, ils correspondent ou pas à la vraie histoire, j'en sais rien, de ce que disent les historiens. Chez nous, les Juifs, c'est marqué comme ça. Que le Rav, il a fait un cri, il a hurlé devant Hachem en ouvrant les fenêtres, il a dit, je jure devant l'Éternel, que toi et toute ta descendance, vous deviendrez extrêmement riches, et que l'argent ne quittera jamais, jamais vos mains. Cet homme qu'on appelle Hirsch, à l'époque, d'Angleterre et non pas d'Allemagne, donc peut-être que je me suis trompé sur le livre, mais en tout cas là-bas c'est marqué comme ça, n'était autre que le premier Rothschild de l'histoire. Le comte de Rothschild. Comme ça c'est marqué dans le livre Avatraïm. Il a été béni par ce Mekoubal. Pourquoi? Parce qu'il a eu du respect pour les Talmidei Chachamim. Au point de s'accuser, au point de, rien que pour que son Rav ne reparte pas bredouille et déçu, et honteux d'avoir accusé quelqu'un sous suspicion qui n'avait absolument rien fait. Pour vous dire combien le respect de Talmidei Chachamim est important. Combien la Torah nous parle, comme on en a parlé hier à Tetvav, de l'éloge d'Antoninus qui se mettait à 4 pattes pour que son Rav il monte sur son dos. Alors bien entendu, on ne va pas se mettre ni à 4 pattes ni à 2 pattes. Aval Shie Kavod, c'est que si au moins, Chaz v'Shalom, on n'est pas de Kavod pour les Talmidei Chachamim, si Chaz v'Shalom une telle chose se ferait, alors au moins qu'on ait la sagesse de se taire et de ne pas parler d'eux. Si tu ne crois pas en la valeur de tes rabbanim, c'est ton droit, tu as un libre arbitre, mais au moins ne viens pas les critiquer, parce que pour critiquer un Rav, il faut être petit un plus grand que lui en Torah, ou au minimum avoir étudié au moins ce que lui il a étudié. Et comme il dit ici, le Baal Peleyoet, Imzonot mefarkesot, si les femmes, pas plus forte raison, les Talmidei Chachamim, qui ont le droit et le devoir, eux aussi, d'être parfumés et d'être enjolivés par le respect des élèves. D'avoir du kavod pour nos Talmidei Chachamim, et que si de l'autre côté, eh bien, malheureusement, il y en a qui vont utiliser la Torah pour leurs intérêts personnels, alors cela est entre Dieu et eux, mais nous, on reste à nos places, on a le droit de changer de synagogue, on a le droit de changer de rabbanim, avec leur autorisation. Tu as su profiter de ce qu'ils t'ont donné entreprise, à celui qui t'a donné un siège, avec qui tu as mangé, au moins ta guide Toda Rabba à la colle,
mais je me dois de partir, j'ai déménagé, ou trouve les mots qu'il faut. Parce que si on a demandé la permission à Pharaon de quitter son pays alors qu'il nous a fait que du mal, à plus forte raison, à ceux qui nous ont fait du bien. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Shavua tov. Bravo.